là que je suis né, que j'ai vu la lumière au pied des cheminées qui ne fument plus guère. À l'ombre d'un colosse de métal et d'acier qui a roulé sa bosse et aujourd'hui s'assied dans son lit de copeaux pour l'éternel repos, te laissant solitaire. Oh, ma ville en poussière, oh, ma vieille ouvrière. C'était comme la Manu, quoi. C'était comme. Mais enfin, moi, pour moi, l'usine de la Marque, c'était avant tout le gamin de la rue du Canton qui montait. Le seule distraction, c'était aller à la baignade et puis qui passait devant régulièrement. J'ai eu la chance de pouvoir y rentrer et c'était quelque chose de. Puis avec l'histoire, avec les anciens, la parole des anciens, je me suis intéressé de plus en plus à l'histoire. Enfin, ça a commencé, bon, bien sûr, par. On parlait encore dans les années 60 de la gestion ouvrière. J'étais vite, rapidement au courant. Et puis, en cherchant plus loin, je suis remonté jusqu'au Moulin, quoi. Puis, moi, j'ai toujours eu l'impression, peut-être parce que. Je me suis intéressé à cette entreprise, enfin ce site plutôt, pas spécialement une entreprise, que la Marque c'était un truc à part, on n'en parlait pas. Est-ce que c'est le fait que sur ce site se sont succédées différentes sociétés, je sais pas. J'ai toujours eu l'impression que c'était un peu l'oubli qu'on fait. Eh bien, je suis arrivée en juin 67 à l'usine de la Marque. Et je me souviens de mon premier entretien avec le directeur du personnel, qui est M. Isard, qui m'a dit « Nous embauchons, mais je vais vous mettre en garde, surtout ne fréquentez pas les syndicalistes, ne vous syndiquez pas ». Ça, les choses m'ont été présentées comme ça. Et c'est ce qu'il ne fallait pas me dire d'ailleurs. Parce que très vite, donc il y a eu mai 68 qui a suivi, puis je suis rentrée en juin 67, mai 68 est arrivé très vite. Et effectivement, j'étais déjà syndiquée. À l'époque, j'avais 19 ans. Et bon, j'étais dans un milieu, disons, artisanal. Je suis d'origine de Goul, en Xentrie. Et donc, j'étais pas du tout formé à cette vie sociale que j'ai rencontrée là, subitement, quoi, à cette époque-là. Et pour moi, ça a été une découverte du milieu ouvrier, quoi. Je ne connaissais pas du tout. Et puis, on avait quand même à l'époque, à l'école, une petite formation syndicale, je pense qu'il n'existe plus actuellement. Mais on nous avait quand même parlé des différents syndicats qui existaient. Et donc, j'ai pas été surpris, disons, quand je suis arrivé dans ce milieu. En 70, c'est-à-dire 4 ans après que j'étais rentré, je me demandais à partir. Parce que j'ai dit, je ne veux pas rester là à faire des pièces toute une journée. Et il s'est trouvé qu'ils ont eu besoin d'un mécanicien à entretien. Alors il y a un gars d'entretien qui est venu me voir, qui m'a dit, tu es bien mécanicien, toi? J'ai dit oui. Est-ce que ça te dirait de rentrer à la maintenance? Enfin, on appelait ça l'entretien à l'époque. Je lui ai dit, on peut essayer, mais bon, j'ai demandé à ce qu'on me fasse mon compte parce que je ne veux pas rester, parce que le métier que je fais ne me plaît pas. Et puis, c'est trouvé que j'ai été à l'entretien et puis que j'y suis resté presque jusqu'à la fin. Presque. Parce qu'à la fin, on avait joué un petit tour. J'étais pas le seul d'ailleurs. Quel petit tour? Oh, ben, le petit tour, c'est que l'entreprise envisageait de supprimer tous les métiers qui n'étaient pas les leurs, c'est-à-dire tout ce qui était maçon, menuisier, peintre, etc., y compris l'entretien. Et ils ont commencé à dégraisser petit à petit tous ces services qui aujourd'hui n'existent pratiquement plus. Je crois qu'il y a une personne à l'entretien aujourd'hui ou deux. Et tout ce qui est service électrique, tous les métiers qu'il y avait dans l'entreprise ont disparu. Il y avait tout là, hein.
Il y avait une scierie, il y avait le menuisier, il y avait aucun appel qui était fait à des entreprises extérieures pour faire des travaux dans l'entreprise. Tout était fait par le personnel de l'entreprise. Et donc ça fait que moi je suis rentré là et puis j'y suis resté parce que ça me plaisait davantage, c'était mon métier. Alors bon, j'ai été aussi intéressé par le syndicat. Puis quelques temps après être rentré, j'ai pris ma carte au syndicat. J'ai été délégué du personnel. J'ai été intéressé par le comité d'entreprise. J'ai été élu suppléant puis titulaire et puis je suis devenu aussi secrétaire du comité d'entreprise en remplacement de Jean Foy. Et j'y suis resté, je ne l'ai pas dans la tête, mais j'y suis resté un bon bout de temps. Et c'est Bernard Jovion qui m'a remplacé. Oui, c'était les plus belles années. 67 jusqu'à mon divorce, quoi. Enfin, que le travail soit... on était bien. Moi, c'est vrai que ça a été ma plus belle période, là, de 67 jusqu'aux événements de 68 où ça a commencé un peu à se dégrader, c'était bien. Moi, on pouvait prévoir, on pouvait faire des choses, on pouvait... Et tu étais embauchée, donc comment ça s'est fait ton embauche? C'était une époque où ça embauchait pas mal en 67? Oui, j'ai quitté l'usine Mogène parce que je travaillais aux usines Mogène. J'ai été licenciée aux usines Mogène, donc le lendemain j'ai embauché à la marque. Je partais d'une usine pour rentrer dans une autre. J'avais une entente formidable. On ne partait pas en vacances une seule fois sans tiens, ce soir on se retrouve là, on va finir de fêter le départ en vacances. Ou alors le matin, comme c'était le nettoyage, bon, il n'y avait pas de rendement, il n'y avait rien à faire, bon, il y avait que du nettoyage, ben, chacun portait un petit quelque chose, l'un portait des gâteaux, l'autre portait le café, l'autre portait... on s'entendait super bien. Et ça, puis, pour toi, c'était une découverte aussi de cette ambiance d'usine et d'amitié et tout. J'ai eu 2 personnes qui m'ont aidée, mais alors... Ou quand je les vois, il me semble que je retrouve cette complicité qu'on avait. C'était des hommes qui étaient en chaîne, quoi. C'est eux qui t'ont initié à... Oui, oui. Bon, à part le régleur qui me montrait, tiens, tu fais ça, mais bon, après, s'il y avait des trucs que j'avais pas très bien compris ou que je savais pas trop bien faire, je leur disais, je les appelais, et ils venaient me faire voir, parce qu'ils m'ont jamais appelé Michel. J'ai jamais su ce que c'était que d'être appelé Michel là-haut. C'était Mimi. Mimi par-ci, Mimi par-là. T'inquiète pas, on va te faire voir. Ne te tracasse pas. Tu fais pas ça comme ça, tu vas pas t'en sortir. Ou alors tu fais ça comme ça. Ah, mais ils étaient super. Tout le monde t'aide. Tout le monde s'occupe de toi. C'était le travail en lui-même. Le travail que je faisais chez Recticel était plus intéressant que le travail que je faisais à la marque. Le travail... moi, je le trouvais, c'était répétitif d'abord, et puis c'était toujours la même chose. Mais il y avait l'à côté. Il y avait les collègues de travail, les copains du syndicat. Et ça devenait le plus important. Oui. Ah oui. Je suis rentré sur les postes, à l'époque c'était du fraisage traditionnel. Mais c'était de la scierie, c'était l'armement. Hein. En 70, il y avait déjà beaucoup d'armement. Il y avait un peu de civil et moi je l'ai rentré sur un poste, c'était les machines traditionnelles, tout à fait ordinaires. Qui n'étaient pas encore automatisées, bien sûr. Non, il n'y avait rien automatisé. C'était les ateliers comme on peut les voir. Encore sur des vieux films avec les courroies en cuir, tu sais, qui faisaient tourner les... C'était une vieille usine. Hein. 70, le grand bâtiment, c'était un vieux truc. Et tu travaillais sur des séries, mais encore où il y avait une intervention quand même assez conséquente. De l'opérateur. Ouais, de l'opérateur. Ouais. Mais en fait, le travail était organisé de telle sorte qu'il y avait les gens qui bossaient,
Et il y avait quelqu'un qu'on appelait un régleur qui réglait la machine du gars qui faisait les pièces, quoi. Donc tu avais très peu de choses à faire. C'était assez bien, comment dire, encadré de manière que les gens ils n'avaient pas de temps à perdre, quoi. Ils ne perdaient pas de temps. Et bon, c'est vrai qu'on était dans une usine qui avait une histoire, et ce qui fait que quand on rentrait, on était imprégné par cette histoire. Il n'y avait rien à faire, et il y avait les anciens qui nous rappelaient, il y avait toute une culture syndicale qui fait qu'à l'époque, les gens n'hésitaient pas à se syndiquer. On était des syndiqués à l'époque, on a dû y être 300 syndiqués sur l'usine de la Marque. Je suis rentré, je m'en souviens, parce que la première chose dont je me souviens, c'est que quand on est monté, les vestiaires étaient un peu à l'étage, et quand je suis arrivé quand on est arrivé dans le vestiaire, on voyait donc tout le bas de l'atelier. Enfin, on voyait, façon de parler, parce qu'on voyait surtout une nappe de brouillard, de fumée, de choses comme ça, et un bruit infernal. Je pense que la première semaine, on se demandait si on n'allait pas être sourd. J'ai été affectée au bâtiment C. C'était le plus grand bâtiment. Et il y avait 320 salariés, tous touchés. C'était la vraie fourmilière. La dame qui m'a accompagnée à mon vestiaire, les vestiaires étaient en dessus de l'atelier, et donc on surplombait l'atelier en bas, c'était une fourmilière. Non, moi je suis rentré en 1975, donc j'ai eu la chance de connaître l'ancienne entreprise, telle qu'elle était, c'est-à-dire vraiment la vieille entreprise métallurgique, hein, les vapeurs d'huile et ainsi de suite. Et je suis rentré, donc en 1975, j'ai fait partie en gros des dernières grosses embauches, ce qu'on peut appeler les dernières périodes où on embauchait à pleine porte, quoi, ça rentrait à pleine porte. Et donc j'ai connu cette période de forte inflation, donc de salaires qui augmentaient en rapport. Il y a beaucoup de personnes qui ont pensé à un moment donné à un autre de pouvoir pas rentrer à la Marque ou à la Manu, quoi. C'était un autre environnement, c'était un autre... puis bon, financièrement, socialement, c'était quand même formidable. La Marque, moi quand je suis rentré à la Marque, c'était pour ainsi dire au niveau salarial par exemple, en dehors de Renault-Limoges, je parle du privé là, hein, en dehors de Renault-Limoges, il n'y avait pas l'équivalent en Limousin. J'étais embauché à l'essai, c'était octobre 70. Dans la semaine de mon embauche, il y a eu un mouvement de grève national. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le procès de Burgos. C'était Franco qui faisait garrotter les Basques. Et moi, la première semaine, il y avait une demi-heure de grève, j'ai fait grève, tout simplement, en étant laissé. Et 15 jours après, il y a eu 1 heure de grève, j'ai refait grève. Et je me souviens des copains de la CGT de l'époque, quand ils sont venus me voir, en me disant, si t'es emmerdé, tu nous le dis, tu ne restes pas isolé. En fait, je n'ai pas été emmerdé, je continue à faire toutes les grèves depuis 40 ans. Je ne suis pas plus pauvre et ni plus riche que si je ne les avais pas fait. Je suis bien content de les avoir fait. Pendant la dernière guerre, il y a eu beaucoup de maquisards à l'usine de la Marque. Beaucoup de gens qui avaient pris le maquis, et quand ils sont revenus, pour ceux qui sont revenus, parce que malheureusement il y en a qui ne sont pas revenus, il y a eu une période de gestion ouvrière. Et cette période de gestion ouvrière, c'était quand même pas des rigolos qui étaient à la tête. Il fallait quand même, on ne l'appellera pas un directeur, mais un responsable, et puis des chefs de fabrication, qui étaient tous de la CGT et d'anciens maquisards, et qui ont fait évoluer cet esprit qu'ils avaient acquis, cet esprit de syndicalisation et politique,
Et ça avait tenu à l'époque, je ne me rappelle plus, moi, enfin je ne me rappelle plus, j'avais que 2 ans peut-être, mais j'en ai entendu parler. La direction ouvrière qui a eu lieu à l'usine de la Marque a fait que le syndicat, après, par la suite, était parti très très fort et est resté fort pendant un bon moment. Mais là, la gestion ouvrière, c'est vrai que ça a marqué et l'usine et la ville de Tulle. Toutes les entraves qu'ont pu connaître ces gars de la gestion ouvrière, pour pouvoir avoir de la matière, pour pouvoir travailler, pour avoir des commandes, pour avoir des... Quand tu relis tout ça, tu te dis, c'est pas vrai. Ils ont mis le paquet quand même pour que ça se casse la gueule 2 ans après, quoi. Disons que le comité, c'était 7 à 8 personnes, quoi, un collectif. Après, l'État avait fait pression pour qu'il y ait, à côté de la direction, un administrateur, 7 à 10 personnes, et puis il y avait le premier directeur qui était Gaillard, qui malheureusement a été malade assez rapidement, puisqu'il est mort à l'hôpital du Cluseau en 1945, un cancer. C'était le premier directeur de la gestion ouvrière, et il a été à la tête des manifs, même pendant l'occupation. Il a été secrétaire de l'UD, c'était un cadre. Après la création du comité d'entreprise, ils avaient décidé de participer au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, mais ce n'était pas sous la forme d'une mutuelle. C'était quelque chose, c'était un accord interne comme ça, et il y avait une personne qui était le père Bonnet, je pense que tout le monde s'en est souvenu, qui passait dans les ateliers comme ça, et puis qui distribuait à monnaie sonnante et trébuchante des sous aux gens qui avaient fait des dépenses de toubib, de pharmacie, etc. Et puis la loi a fait que c'est devenu quelque chose qui n'était plus autorisé, qui n'était pas réglementaire. Alors on avait le choix entre créer notre propre mutuelle ou aller dans une mutuelle existante et en tant qu'adhérent. Et à l'époque, c'était du temps d'Estrade, et malheureusement Estrade, on sait ce qui s'est passé. La mutuelle avait été créée. Alors avec un conseil d'administration et officiellement déclaré, et avec toutes les autorisations nécessaires de la préfecture pour pouvoir fonctionner en tant que mutuelle. Alors aujourd'hui, la mutuelle continue à exister avec un conseil d'administration et c'est une gestion propre. On est rentré dans une période où le comité d'entreprise c'était un outil, c'était une arme. Aujourd'hui, les comités d'entreprise sont devenus, tel que je le vois, plus un service. Peut-être qu'on n'a pas su expliquer ce que c'était, même si de temps en temps on explique bien, mais je veux dire, 70 par rapport à la création du comité d'entreprise en 1947, c'était loin, mais pas si loin que maintenant. Les choses, les comités d'entreprise, les jeunes ils rentrent dans l'entreprise, ils ne savent pas ce que c'est un comité d'entreprise, ils ne savent pas ce que c'est une mutuelle d'entreprise, puisqu'on a une mutuelle d'entreprise. Ils ne savent pas, donc c'est au bout d'un moment qu'ils découvrent, mais ils viennent un peu, dans un premier temps, comme chercher un service. C'est le service qui est... c'est un peu le service social de l'entreprise, c'est-à-dire pour les vacances, pour les enfants. Mais culturellement, je ne suis pas sûr qu'ils aient les informations nécessaires qui leur permettent de dire que ça vient de lutte, que ça vient d'acquis, que ça vient... Le comité d'entreprise ici, il a une particularité, hein, il y a une dotation qui est donnée, qui est assez importante, qu'on a réussi à conserver depuis 1947, c'est sûr, mais notamment depuis 82, 83, 84, où on a été largué par Thomson, où on a été repris par Chartois, où on a été repris par Doche, où on a été repris par les Américains, le groupe Borg-Warner, et à chaque étape, c'est 6% du comité d'entreprise, c'est une masse salariale qui était donnée, et il y a eu des attaques. Et des attaques qui ont été assez fortes à certains moments, et on a toujours réussi à
repousser. Alors il faut espérer que ça dure, mais on a quand même réussi à conserver tout ce qu'on a au niveau du comité d'entreprise. On a pu conserver tout, y compris la mutuelle. Ce qui est très rare, hein. Une mutuelle d'entreprise aujourd'hui, c'est une cotisation qui est à ras les pâquerettes avec des prestations qui sont bien au-dessus de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Plus tard, on a eu une réunion au comité d'entreprise. J'étais bien sûr délégué chaque fois qu'il y avait une responsabilité quelque part. Et avec le directeur général qui est venu, il voulait sucrer les 6% du comité d'entreprise. Alors il a commencé par demander aux cadres que leur 13e mois soit réparti sur les salaires de l'année. Alors les cadres, ils ont dit ben, pourquoi pas, enfin ça ils étaient d'accord. Et puis alors, quand on est arrivé aux 6% du CE, moi j'étais ouvrier à l'époque, je ne m'occupais pas des cadres. Alors pour les 6% du CE, j'ai dit vous faites comme vous voulez, mais si vous touchez aux 6%, moi je vous fous toute l'usine dans la cour demain matin. Après le CE, ça m'a plus marqué. En quoi alors concrètement? Plus côté social. Ce qu'on pouvait faire au niveau social, ce qu'on pouvait... Là c'était vraiment un boulot intéressant. Ce que vous pouviez imaginer comme... comme projet, comme pour, voilà, comme projet, pour construction, voilà. Ouais. D'où donner aux gens des possibilités de partir en vacances, d'aller faire du ski, d'avoir des bleus de travail, d'avoir une laverie, d'avoir tout un tas de choses comme ça. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a vachement intéressé. Ouais. Mais c'était l'époque où on pouvait... ne serait-ce que déjà par la dotation au comité d'entreprise, ouais. Puisqu'on avait quand même 6% de la masse salariale, chose qui n'était pas négligeable, et qui permettait de faire des grosses réalisations. Puisqu'on avait, moi quand je suis arrivé au comité d'entreprise, Superbès avait été commencé, c'était quand même des gros travaux, quoi. Et ça permettait aux gens, à tout le monde, à moi aussi d'ailleurs, de partir en vacances à la neige, alors que... on n'aurait pas pu autrement. C'était les camps de vacances, c'était Mimizan, c'était les terrains de camping à Mimizan, c'était plein de choses. Moi, c'était les copains, c'était Michel Pont, c'était Maurice, c'était quand on partait, je te dis, aux toiles de tente, monter les toiles de tente, Superbès, c'était moment. Ceci, c'est pas descriptible. Non, ouais, c'est ça, quoi. C'était cette amitié, cette fraternité, voilà, avec les gens de la boîte, quoi. Et c'est ça qui manque le plus, quoi. Qui te manque encore. Ah oui. Ouais. J'ai accompagné les enfants, je ne sais combien de fois, nous les avons amenés un peu partout, même à Paris. Et je me rappelle d'une année où justement dans le cadre de notre visite de Paris, nous leur avons fait prendre le métro. Alors bien sûr, on a choisi une ligne directe pour aller d'un point à un point, mais c'était sensationnel de voir, je ne sais pas moi, on avait peut-être entre 80-90 gosses là, c'était super. J'ai découvert moi, à mon entrée à l'usine de la Marque, bien que membre de rien du tout à l'époque, j'ai découvert qu'on avait droit à une paire de bleus, ou deux, dans l'année, gratuit. J'ai découvert qu'il y avait des arbres de Noël pour les enfants du personnel, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, et puis ils étaient bien contents d'avoir une après-midi récréative où ils amenaient leurs enfants, ils avaient un goûter, ils avaient un jouet, ils avaient un spectacle, il y avait des stages de ski. Moi, j'ai 3 enfants, mais 3 enfants, ils savent faire du ski parce qu'ils ont fait les sorties de neige à la Marque. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas si je pourrais, si j'avais 3 enfants aujourd'hui, si je pourrais les amener, leur apprendre le ski comme ils savent le faire. Et puis j'en passe d'autres, hein, parce qu'il y avait et il y a encore beaucoup d'avantages au niveau des vacances, des loisirs. À l'époque, on était payé à la pièce, il faut savoir, parce que c'était l'époque au rendement, c'était au rendement. Quelqu'un à qui il n'avait pas 25% sur sa feuille de paye,
on pouvait arrêter tout l'atelier. Ça nous arrivait d'arrêter tout l'atelier. Pour mettre en échec, effectivement, c'est vrai que ça ne se voyait pas beaucoup ailleurs. Y compris sur des cas individuels comme ça, où c'est que le syndicat considérait que c'était injustifié, même si quelquefois, j'aurais eu beaucoup à dire, mais c'était un principe. C'était un principe. Et ça, effectivement, c'était pas dans la tradition de beaucoup d'entreprises. On a fait fermer l'atelier d'affûtage pour l'histoire de cobalt. C'était assez... on avait une force qui était assez... et qui nous permettait justement d'agir comme ça, enfin d'agir... mais c'est vrai qu'on a toujours été un peu à Sirtul, à part, et on nous l'a souvent reproché d'ailleurs. On nous disait qu'on était des anarcho-syndicalistes. Il faut savoir qu'effectivement, les directives fédérales ou même quelquefois locales, on ne prenait pas toujours en compte. Effectivement, on avait une autre orientation, on avait une autonomie, et puis on avait souvent des positions beaucoup plus dures au niveau de notre entreprise que les positions du département ou national. On parle beaucoup du milieu étudiant et tout, mais on oublie quand même que dans le milieu ouvrier, les luttes ont commencé, moi je suis rentré au mois d'octobre, la fin d'année déjà a commencé un peu à avoir pas mal de revendications, et moi je me rappelle, avant mai 68, toute la période de printemps, les grèves se sont succédées régulièrement, et c'était pas le milieu étudiant quand même à cette époque-là. Mai 68, moi je l'ai vécu d'une façon sensationnelle, pour la bonne raison, c'est que je débarquais dans le monde du travail, et là, c'est vrai que c'était nouveau pour moi, parce qu'au niveau de la ville de Tulle, il y avait une mobilisation sensationnelle. La marque était toute... je pense qu'on a dû débrayer à plus de 95%. Tout le monde était pratiquement dans la rue. Marqué, moi j'ai pu vivre 68. Alors 68, c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mais partout, tous les jours, à la radio, les médias, la presse, 68 en France, les occupations d'usines, etc. Et puis c'est arrivé un jour la marque. Ça parlait de tout, vraiment de tout, quoi. Et, même de politique internationale, parce que ça remuait de partout. Et je pense que cette culture qu'on a eue à cette époque-là, pour des jeunes comme nous, entre 20 et 25 ans, c'était formidable. Ça, diriger tous les gens ont été, par rapport à ça, ça a donné un sens à leur vie, et pour beaucoup, hein, des gens qui se sont investis dans énormément de choses par rapport à mai 68, là j'en suis persuadé, quoi. Ça a été, pour moi, ça a été sûrement la meilleure époque. C'était ça l'usine de la marque. C'était les copains, il y avait une vie importante. Qui existe peut-être dans d'autres entreprises, moi je ne sais pas. Mais je sais que sur l'usine de la marque, moi c'est ce qui m'a marqué. Et alors la grande banderole, l'usine occupée, ça avait duré, je crois, 3 semaines. Et là, il y a eu des acquis très importants, dont les libertés syndicales à l'intérieur de l'entreprise. Par rapport aux congés payés, par rapport, qu'est-ce qu'il y avait, les congés payés, on a eu une augmentation de salaire. Je pense qu'on est arrivé à récupérer, si je me souviens bien, une partie des heures de grève que nous avions fait, ce qui était très très important. Si, au niveau, on est arrivé quand même à obtenir certaines choses qui malheureusement, avec le recul,
Bon, l'entreprise les a gardés, mais je veux dire, après, avec les plans de restructuration, les licenciements, tout s'est effrité. Et puis, bon, bien sûr, les congés payés restent, il y a des choses qui restent, mais bon. On a eu un patron, je crois que je souhaitais aucune entreprise d'en avoir un comme ça. C'est M. Doche. Ça a été le pire de ce qu'on ait pu connaître. Il a réussi à mettre la zizanie dans toute l'usine, avec à l'époque une semaine de grève, avec la moitié des ouvriers dans l'usine, l'autre moitié en face. Il faisait venir un camion pour faire pointer les gens et inciter les gens les uns contre les autres. La direction, avec la complicité de la CGC et de Force ouvrière, ont réussi à nous mettre en échec et faire défiler derrière leur bannière, au nom de la liberté de l'emploi, 50% du personnel. Ça a duré une semaine avec affrontements journaliers, 2 fois par jour même, où les non-grévistes venaient sur les grévistes, parce qu'on avait occupé l'usine. Et à l'époque, on dénonçait l'abandon de Thomson et on disait, vous allez voir, il va y avoir une catastrophe au niveau de l'emploi. À l'époque, on se battait contre les orientations de mon patron qui avait été mis là pour fermer l'usine de la marque. On se battait pour le maintien de l'entreprise, pour les salaires maintenant aussi, mais surtout pour le maintien de l'entreprise. Et on s'est retrouvé effectivement avec 50% des gens qui défilaient dans les rues de Tulle en criant « liberté du travail ». Et nous, à l'intérieur de l'entreprise, on disait « avenir de l'entreprise, donnez-nous de l'emploi, préservons l'emploi ». C'est vrai que c'était un moment très dur. Il s'est avéré qu'au mois de septembre, ils annonçaient les licenciements, et c'est là qu'il y a eu les plus gros des licenciements. Il y a eu 150 licenciés en 85, après il y en a eu 95 ou 90 en 87. Donc on n'était pas content, mais on avait eu raison d'alerter. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas été complètement convaincant. Par contre, je le dis avec force, je pense que si on n'avait pas été là à cette période-là, l'usine de la marque à l'époque était fermée. Et quand la grève a été finie, j'ai vu quand même des gens de plus de 50 ans pleurer quand les autres sont rentrés entre une haie d'honneur des grévistes. Je crois que ça, c'est des souvenirs qui resteront, quoi. C'est dans les plus mauvais, mais en même temps aussi, on s'aperçoit quand même que syndicalement, il y avait une force, il y avait quand même des gens, même si on s'est retrouvé à ce moment-là, on n'était pas majoritaire, mais ça resserre les liens entre les gens quand même. Et je pense qu'au milieu des grévistes, il y avait plus ces liens étaient nettement plus forts que chez les non-grévistes. Ça, c'est sûr et certain. J'ai consolé des gens qui auraient pu être mes pères et mères de famille, qui pleuraient quand ils sont rentrés au travail. Pour un jeune syndicaliste, parce qu'à l'époque j'étais quand même relativement jeune, ça laisse des marques dans son esprit et encore aujourd'hui, quelquefois, j'y pense. Mais ce jour-là, j'en ai chialé, quoi. J'en ai chialé, je me suis battu, je m'en rappellerai toujours, puisqu'on avait une sono, puisqu'on occupait l'usine. Et la sono, elle était à l'entrée, bien sûr, et on avait décidé de les laisser rentrer, faire une haie d'honneur. Et je me suis jeté sur cette sono pour faire passer Jean Ferrat, nuit et brouillard, parce que ça passait pas, quoi. Et ça n'a pas pu passer parce que je me suis retrouvé avec les copains qui m'ont empêché d'aller jusqu'au bout de mes c'était la boule, quoi. Et puis je pense que si j'avais réussi, j'aurais été dans mon tempérament toujours, j'aurais été fier de moi. Enfin, je ne voulais pas qu'il rentre comme ça, de cette manière-là. La haie d'honneur suffisait pas, quoi. C'était pas assez fort, c'était pas assez. Enfin, des rouleaux d'honneur, si on peut appeler ça honneur. Hein.
Enfin, c'était pas assez costaud. Et puis j'avais son nom à ma disposition, je me rappellerai toujours. Et puis celle-là, je voulais celle-là pour que ces gens-là se sentent un peu coupables par rapport à tout ce que leur avait donné ces gens qui avaient lutté contre l'occupant, qui avaient vécu la gestion ouvrière, qui leur laissait des acquis formidables. Enfin, c'est pas. Je pense que ça méritait au moins ça. Pour moi, c'était. J'aurais voulu qu'ils se disent. Il y en a qui y sont restés, il y en a qui sont. C'était trop facile de les faire passer au milieu de nous, comme ça. Ça a été facile par la suite, hein, parce que vous pouvez imaginer que. Parce qu'on avait occupé pendant 3 ans, hein, 82, 83, 84, 3 années d'occupation, hein, à peu près à la même période, toujours. Et la 3e fois, on s'est fait avoir. Quoi. Je trouve que quand on a fait le calcul des gens qui se sont retrouvés licenciés, il y en avait plus qui étaient avec le patron que contre le patron. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'usine, il fallait qu'elle tourne, et il fallait bien quand même qu'il y ait quelques professionnels dans la boutique, donc ils ne pouvaient pas non plus se séparer de tout le monde. Hein. Il y a une chose que je n'oublierai jamais, c'est d'avoir vu partir des copains licenciés ou des copines licenciées sans qu'on ait pu empêcher. Dans la vie d'un militant, c'est quelque chose de terrible de rentrer au boulot le matin et de voir le copain d'à côté qui n'y est plus. Ça, ça a été... ça a quand même été un arrache-cœur, hein, au moment. C'était dur. Il est quand même parti plus de 500 personnes hein, dans cette entreprise. Et des gens qui étaient sympas, qui voulaient bosser, qui n'avaient jamais fait de mal à personne. Et puis, je le dis tout à fait tranquillement, il m'arrivait de croiser des gens dans la rue, de changer de trottoir pour appeler... Parce que c'est difficile de leur demander qu'est-ce que vous devenez, parce qu'en sachant qu'ils devenaient rien, quoi. Parce que c'est des gens à qui on a dit, à un moment on a dit il faut se battre. Si on ne se bat pas, on va perdre. Donc ils se sont battus. Et ils ont perdu. Eux, ils ont perdu. Dans ces plans de restructuration, le personnel féminin a été touché en premier. Après, il y en a eu d'autres, hein. Mais au départ, c'est le personnel féminin qui a été touché en premier. Pour la bonne raison, c'est qu'avec la modernisation de l'outil de travail, déjà et tout, on a supprimé des postes et puis on a licencié, quoi. Le personnel féminin a énormément trinqué à l'usine de la Marque. Hein. Oui, c'est que j'ai été une des premières. Alors, je ne sais pas si c'était du fait d'être mariée avec un délégué, mais enfin... Tu veux dire que tu as été une des premières licenciées? Ah oui, le premier convoi, ça a été moi. J'ai pensé, je me suis dit, d'ailleurs j'en ai même fait la réflexion à Jean-Claude, j'ai dit, tu vois, être mariée à un délégué, ça m'a rien amené du tout. Au contraire, j'ai dit même, ça m'a ramené la porte. Et encore, ils ont fait une exception. C'est que j'ai été licenciée, mais comme ils ne pouvaient pas me licencier tout de suite sur le champ, parce que j'étais enceinte. Donc, ils m'ont laissé en maladie, plus mes congés de maternité, mais ils m'ont dit, c'est pas la peine que vous reveniez. J'avais eu ma lettre de licenciement entre-temps. Ah, moi, je l'ai mal vécu. Parce que j'étais pas quelqu'un qui aime rester à la maison. Bon, ça allait bien un peu, quand j'avais eu mes enfants, bon. Mais moi, j'ai aucune éducation, j'ai aucun bagage, rien. Où voulez-vous retrouver du travail? Quand on commence à vous dire, qu'avez-vous comme bagage?
Alors on me dit, il faut aller faire des cours. On vous flanque devant un ordinateur que dans votre vie, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Comment voulez-vous faire? Quand vous êtes manuel, que vous n'êtes pas intellectuel, comment vous faites? Là, pour te détruire, ça te détruit. Ça te détruit, même, on n'a même plus envie de parler, on est seul. On est seul. Et puis je pense qu'on se renferme sur soi-même. Les gens ne vous parlent plus, on croirait qu'on est pestiféré. Non, non, mais c'est vrai, les gens ne vous parlent plus, on croirait que vous avez, comme je dis, on dirait qu'on a attrapé une mauvaise maladie. Le problème, c'est de mettre les gens dans des situations où, que tu sois d'un côté ou de l'autre, tu es culpabilisé quand même. Ceux qui restent sont culpabilisés, ceux qui sont bons, ils le sont d'autant plus. Mais c'est ça leur stratégie, et c'est ce que malheureusement les gens vivent encore dans les usines. Parce que nous, on a eu la chance de vivre des années où on avait un syndicat fort, où on pouvait lutter. Quand on faisait une lutte, on débouchait en principe sur quelque chose. Et puis petit à petit, il y a eu les changements de direction, il y a eu l'affaiblissement du syndicat, et puis ça a donné ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire pratiquement plus de syndicalisme, pratiquement plus. Et les moyens qu'ils ont de faire pression sur tout le monde. Et nous, on a été un peu les précurseurs dans ces systèmes-là, je crois. Même, je suis sûr qu'on a été les précurseurs dans beaucoup de ces systèmes qu'ils appliquent actuellement. Lorsqu'ils quittent leur emploi, on sait vers quelles difficultés ils vont. Il manque un salaire dans le ménage, eh bien tout s'en ressent, toute la vie de la famille s'en ressent. Et puis c'est la précarité qui s'installe, et puis voilà quoi. Et il y a de nombreuses familles de l'usine de la Marque qui ont été confrontées, qui ont beaucoup souffert de ces licenciements. Énormément, énormément. Et il y a des couples qui ont éclaté, il y a des enfants qui ont été malheureux. Et... Oui, oui. Je crois que c'est... Alors, c'est peut-être pas le premier gros licenciement qu'il y a eu à l'usine, où bon, ça a été très très dur, mais je crois que c'est le deuxième, alors je ne me rappelle plus les dates exactement, où... oui, peut-être. J'ai vu quand même au milieu de l'usine les ouvriers dans l'atelier, parce qu'on avait été quand même voir le directeur technique, le responsable, et pour lui dire comme ça qu'il fallait qu'il nous donne les noms des personnes. Et j'ai revu tous les gens, et un groupe devant le chef, et la personne énonçait les gens, et c'était pour ainsi dire à droite, à gauche. Donc ceux qui étaient de ce côté, ils étaient virés, les autres pas virés, quoi. Alors ça, je crois que je souhaite à personne de le vivre, parce que c'est... j'ai vu des gens d'ailleurs tomber dans les pommes à ce jour-là. Parce qu'on se dit pourquoi lui, pourquoi pas moi, quoi. Et c'est sûr, hein. Et puis c'est très difficile d'aller parler avec eux et de leur dire ouais, bon, écoute, on va essayer de t'aider. Ce qu'on a essayé de faire syndicalement, mais bon, on était quand même très très limité. Et puis à l'époque, pour retrouver du travail, c'était pas comme maintenant, c'est pas très évident, quoi. Je me souviens où c'était en 87 ou 8 où ils nous avaient attaqué, la CGT, et ils avaient mis dans la liste des licenciés 5 élus CGT. J'étais bien sûr dans la liste. L'inspecteur du travail a refusé mon licenciement, et c'est le ministre de l'époque, le ministre Seguin, qui a prononcé mon licenciement. J'étais sur la liste. Là, je suis resté presque un an où on me payait à rien faire. C'était pas de ma volonté, mais je pointais 4 fois par jour. Et quand j'arrivais le matin, j'allais voir mes chefs d'équipe.
ou l'encadrement, tout dépendait parce que c'était, on me renvoyait d'un côté de l'autre. Ça a duré 2 ans, j'ai été licenciée donc le 13 novembre 87 et j'ai été réintégrée le 1er décembre 89. Donc il y avait 2 ans, j'ai fait des demandes qui étaient négatives et puis j'ai mis cette période pour faire quelques formations, pour me donner un plus, parce que parallèlement à la bataille que je menais, mon objectif principal c'était de revenir dans l'entreprise et c'était surtout d'amener cette bataille au bout. La particularité des élus, du représentant du personnel, c'est qu'ils étaient entre guillemets protégés, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas les licencier d'un coup, ils étaient obligés de demander des autorisations administratives qu'ils avaient eues. Et puis je disais, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on m'avait tout enlevé, on m'avait des outils de travail. Quand c'est arrivé, au départ j'étais au planning, et je suivais la pièce de débauche, en passant par le décolletage, reprise décolletage, tournage, fraisage, perçage et bavurage, alésage, contrôle, jusqu'au contrôle, quoi, la pièce finie. Et donc j'avais besoin de mes cahiers, poursuivre ma production, mais ça, même ça, on m'avait enlevé, quoi. Donc j'étais obligé tous les matins d'aller voir mon chef et puis lui dire bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ah, moi, rien, hein. Moi j'ai rien pour toi, hein. Tu peux d'ailleurs dire tu fais plus partie des effectifs, même si la procédure elle est un peu plus longue pour toi parce que tu es un élu, comme tes 4 autres camarades. Pour nous, tu fais plus partie de la boutique, quoi. Le ministère a fini par trancher, a refusé donc mon licenciement. Et ils ont été obligés de me réintégrer, mais ils m'ont réintégré en reprise décolletage, sur des Tarex, sur des Andex, où je revenais au point de départ, quoi. Quand je les paye, ils m'ont fait payer, quoi. J'avais de l'huile jusqu'au cou, j'avais et puis l'attitude de certains encadrements, c'était renforcé contre moi, en fait. Il y a la conviction de l'injustice. Il y avait la conviction de l'injustice dont j'avais fait l'objet, bien sûr, mais au-delà de moi, il y avait tous les autres. Il y avait tous les autres. Et, bon, mais on a aussi joué là l'épuisement. Ceux qu'on a réussi à sauver sur l'immédiat, Jean-Claude Crozat en faisait partie. Et puis il y en avait 2 copains, Colette Chambre et Jean-Pierre Lapère, qui avaient été licenciés. Et pendant 2 ans où ils sont restés dehors, on s'est battus, mais ça a été tous les jours. Tous les jours, il y a eu une bagarre. Et on a réussi à les faire réintégrer 2 ans après. Ça a été un moment fort. Et ils n'ont jamais réessayé de relicencier un élu CGT. J'ai fait 10 ans d'agriculture. Ah, tu as fait 10 ans d'agriculture? Oui. Sur l'exploitation de tes beaux-parents? Oui. Et après, donc, j'ai vu que l'agriculture, c'était pas mon métier, donc j'ai changé, puisque là, je suis né dedans. Mon père était serrurier, donc voilà pourquoi je suis revenu à cette activité. Et je me suis installé ici. Et donc, bon, toi, tu as fait partie des 5 licenciés élus, oui. Et qui ont été réintégrés, entre guillemets, enfin, en tout cas, où il y avait la possibilité. D'entrer à nouveau dans l'usine. Oui. Et toi, tu as choisi de ne pas y entrer. Oui, j'ai choisi de ne pas y entrer parce que c'était une diminution de salaire. Et j'estimais que, bon, en étant représentant du personnel, si moi j'accepte une diminution de salaire, c'est la porte ouverte à tout le monde. Donc c'est la facilité pour eux, quoi. C'est ce que j'ai voulu retraduire à partir de ça. Mais bon. J'étais licencié en septembre 87. Enfin, en juin 87 exactement, avec les autres, avec les 5 donc, et puis les autres. Et puis moi, ils m'ont gardé jusqu'en septembre, comme je faisais partie du comité d'entreprise.
Donc juin et septembre à la marque, sans une heure de boulot, sans rien faire. Il me filait plus de boulot, ouais. Ben, je mettais ma blouse, ouais, puis j'allais voir, tu me donnes du boulot, non, rien. Ça a été les quelques mois où j'ai souffert le plus. C'est la limite du supportable. Dans ces moments-là, c'est la porte ouverte un peu à tout, quoi. On est capable de... Quand on part le matin d'ici, moi je partais d'ici, je descendais à Tulle, je savais exactement comment allait se passer la journée. Donc c'était un peu angoissant, quoi, un peu stressant. Ils m'ont mis en porte-à-faux vis-à-vis des gens qui travaillaient. Parce que moi, je ne faisais rien toute la journée. Et le mec à côté de moi, il avait une prime à faire, c'est-à-dire des pièces à faire. Et il transpirait, quoi. Alors ça me foutait complètement en porte-à-faux, quoi. Et c'était le but recherché. C'est supportable pour personne. Parce que le mec qui bosse, il dit à la limite, il fait rien, qu'il le fout dehors, et puis c'est tout, quoi. Puisqu'il savait que j'y allais. Alors bon, c'était, je crois, c'est la chose qui m'a le plus fait mal. Ouais, plus embêté, quoi. C'était une stratégie parce qu'on nous remontait à Paris en réunion syndicale et on avait des copains qui étaient exactement dans les mêmes situations. Dans d'autres boîtes? Ouais, dans le groupe, c'était Brand Farbement, c'était à Paris, mais bon, c'était exactement les mêmes conditions. Le mec, il avait un atelier, ils n'avaient pas pu le virer, mais il avait foutu, ils avaient fait un autre atelier à 500 mètres plus loin pour qu'il ne voit personne. Bon, Jean-Pierre Lapeyre n'avait pas voulu revenir, mais 2 ans après, revoir rentrer Colette Chambre, avec tous ses droits, avec récupérer les salaires qu'elle avait perdus pendant 2 ans, récupérer son évolution de carrière qu'elle aurait pu avoir pendant 2 ans, et puis elle est toujours à l'entreprise. Ça, c'était quand même quelque chose de fort. S'il y a eu des moments tragiques, ça fait des moments où on ressort un peu grandi, et je me souviens du soir, parce que j'ai assisté à l'élaboration du protocole d'accord pour la réintégration de Colette Chambre. Et j'ai vu arriver la direction avec tout son staff, et on a élaboré donc les conditions de reprise, ces conditions d'indemnisation, et puis le lundi elle est revenue au boulot. Ça, c'était assez magique. Il y a eu une réunion à l'extérieur pour préparer il y avait avec les copains du syndicat, il y avait Bernard Jovion, il y avait Marcel Estrade, il y avait Maurice Chausson. Et donc on a préparé la réintégration avec la direction. Et le lendemain matin, ils sont venus m'attendre. Ils m'ont accompagné à mon poste de travail. Ça m'a quand même donné une confiance supplémentaire, que rien n'est fatal. Et ça te reste, ça? Bien sûr. Bien sûr. Avec le petit bémol, c'est que les autres salariés, eux, ils n'ont pas eu cette chance, quoi. Ils n'ont pas eu cette chance. Je fais partie des gens qui sont opposés au départ de Tulle. J'ai tenu des discours parce qu'on est dans une mairie et en tant que représentant de ma commune, à la communauté de communes, j'ai dit ce que j'allais dire à l'époque. J'ai rencontré le député, l'ancien maire de Tulle. J'ai rencontré le sénateur. Et tout cela, on leur avait expliqué qu'effectivement, ce n'était pas une bonne chose pour Tulle et pour l'avenir de l'entreprise. Pourquoi cette position? C'est que je considère encore que ce qui est fait aujourd'hui sur le site de la marque pourrait être très bien fait pour une modernisation de l'usine de la marque sur le site existant. La direction de l'époque voulait absolument délocaliser, ne voulait plus rester dans Tulle, avec des arguments qui ne tenaient pas, mais en parlant effectivement qu'il y avait trop de camions, qu'il y aurait trop de monde dans l'entreprise, que c'était un développement astronomique qu'il allait y avoir au niveau du cahier de commandes. Je me rappellerai toute ma vie, moi, avec Bernard Jovion, lors du premier projet, parce qu'il y a eu 2 projets. Sur le premier projet, on avait rencontré Jean Combastel, qui était président de la communauté commune, et François Hollande dans le bureau de Jean Combastel et le maire de Tulle. C'est que nous, avec Bernard Jovion, on avait
démoli les arguments de la direction. Lorsqu'on est rencontré comme Castel et François Hollande, où c'est qu'on leur a expliqué très tranquillement que ce n'était pas d'embauche qu'il devait y avoir, mais de licenciement, ils nous ont traités de fous. Malheureusement, 2 mois après, c'était effectivement des licenciements qu'il y avait. Des licenciements pas durs, tels qu'on a pu les connaître, mais c'est des départs, mais voilà. Alors c'est vrai que ça a freiné, y compris du monde là-dessus, mais je suis convaincu que si la direction de l'usine de la Marque de l'époque n'avait pas eu l'appui de l'ensemble des politiques, tous partis confondus, aujourd'hui on serait sans doute encore tué. Oui, ça pouvait se faire sur place. Oui, oui, tout à fait. Parce que bon, après, le fait de dire, parce que je me souviens au moins de cet argument, de dire comme ça, vous vous rendez compte, les camions, il va falloir qu'ils descendent, il va y avoir tant de camions qui vont passer, qui vont descendre à Tulle et tout ça. Bon, les camions, il faudra bien qu'ils viennent livrer les magasins qu'il y a actuellement sur le site. Donc le fait du transport, ça me paraissait un peu... et je crois que Tulle y a perdu énormément. Pour moi, c'est que je suis natif donc, de Tulle, comme la Manu, hein. C'est pas parce que je rentre à la Marque, la Marque, la Manu, c'était le poumon, quoi. C'était la cité ouvrière, c'était les rassemblements, la sortie de l'entreprise, les discussions continuaient dans les cafés, il y avait un débat permanent, il y avait... c'est fini, ça. On a vidé Tulle de ses ouvriers, puis de cet enrichissement qu'on pouvait avoir quoi, entre nous, le climat y a bien été aidé aussi, mais enfin bon, c'est une autre période. Moi, quand ça s'en va comme ça, je pense plus à tous ceux qui y sont passés et qui aujourd'hui ne comprenaient pas quoi, se retourneraient dans leur tombe. Quoi. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on est là, c'est qu'on paye pour venir travailler, on paye en argent et on paye en temps. C'est-à-dire les gens, il faut aujourd'hui pratiquement 1h30 de plus tous les jours. Gratos. Ils montent avec, au lieu d'aller travailler à Tulle, il y a encore aller-retour 30 km de plus, c'est un coût en plus avec le prix du gasoil, c'est assez catastrophique. Ça a été catastrophique. Ce qu'il faut noter, c'est que tout ce qui était neuf à Tulle, dans le site de Tulle, c'était tenu par le comité d'entreprise. Il y avait un restaurant neuf, qui était le comité d'entreprise qui le tenait et qui l'avait rénové. Il y avait un comité d'entreprise neuf qu'on avait rénové. Et on a donc tout cassé, tout ce qui était neuf. On est venu faire un restaurant d'entreprise ici pour une zone inter-entreprise. Il y a moins de gens qui mangent ici qu'ils mangeaient à Tulle. C'était pas que l'usine, c'était... on se disait pas au revoir, à demain. Non, non, il fallait un point de chute, il fallait... Et puis tout était prétexte pour se rencontrer. Les anniversaires, les fêtes. Et puis il y a des fois, on n'avait pas besoin de prétexte, quoi. On avait envie de parler, on avait envie de... Finalement, le déménagement de la Marque sur cette zone industrielle vide, c'est d'une certaine manière le dernier acte de la fin d'une identité ouvrière pour la ville de Tulle. Oui, une identité ouvrière, et puis j'ai bien peur que ça soit plus que ça. Parce que quand ça a commencé, la Manu, la Marque, on nous disait, parfois certains disaient, c'est vrai que Tulle, c'est plus la ville ouvrière que certains avaient connue, mais il reste la partie administrative, la partie... et puis on s'aperçoit qu'au fil du temps, pour l'avoir vécu, puisque je suis resté 17 ans à la fonction publique, je vois que les usines sont parties, mais la fonction publique s'en va aussi, quoi. Parce que la zone avait été faite et que personne
les années passées que personne n'y venait. Donc ils se sont saisis de l'opportunité de la rénovation du site de la marque, dire mais attendez, vous avez un truc tout prêt. Puis voilà comment ça s'est passé. Parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui et vous pouvez constater, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et puis bon, le Conseil général aujourd'hui est sur une autre optique. Peut-être que les choses vont évoluer, mais jusqu'au changement de direction de présidence du Conseil général, il n'y a personne et personne ne viendrait ici. Personne ne vient ici parce que régulièrement, lorsqu'une élection arrivait, on voyait des panneaux qui se montaient avec autorisation de construire. Et les élections étant passées, le panneau retombe dans l'herbe. Point. C'est aussi simple que ça. Nous, on s'est battus, y compris, on a rencontré le président du Conseil régional, c'est qu'on a exigé que dans le cadre des aides qui étaient amenées par la région, soit garantie, la pérennité des emplois pendant 5 ans, et 2, que le bureau d'études et tout ce qui était recherche soit maintenu à Tulle. Ça, c'était la seule entreprise en Europe qui l'avait. Il fallait continuer à le maintenir. Ce que les politiques n'avaient pas exigé. On parlait de 70 tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé à l'usine Adra en 70. L'usine Adra a fermé. Elle était fermée quand j'ai travaillé, mais j'y ai travaillé. Je travaillais chez Grande, ça a fermé. J'ai failli rentrer à la Manu, c'est fermé. Et la marque, ça n'existe plus. Donc voilà, la ville ouvrière Tulle, les ouvriers, c'est des ouvriers retraités. Ils habitent sur les hauteurs de Tulle, Baticop, la pièce basse, ça c'est des... Mais les jeunes ouvriers aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait une population terrible sur Tulle. Parce qu'aujourd'hui, pour desservir une zone comme ça, imaginons qu'il y ait des entreprises, ça serait parfait qu'il y ait des entreprises partout, mais il faudrait mettre les services qui vont avec. Aujourd'hui, la jeune maman qui a des gamins, faire garder son gamin sur les reins, c'est pas évident. Hein. Les laisser à la crèche à Tulle, monter ici, les récupérer le soir, c'est pas évident non plus. Il n'y a pas que des avantages. Industriellement, c'est sûr que c'est un bel outil. Ça a été pensé en fonction de ce qui existait et de ce qu'ils ne voulaient pas qui perdure. Les chaînes d'assemblage sont conçues de telle manière que tu ne peux pas parler avec ton voisin. C'est conçu de cette façon-là. Tu peux pas trop bouger parce que dans l'ancienne entreprise, il y avait sur les chaînes d'assemblage, il y avait des encours beaucoup plus longs. Tu pouvais, entre chaque poste, il y avait des encours, ce qui te permettait d'arrêter un peu pour aller parler 5 minutes avec les autres. Tu ne peux plus le faire aujourd'hui. Ça s'appelle le flux tendu. Il n'y a plus d'encours. Si tu quittes le poste, tu arrêtes la ligne. On est 11 personnes sur la ligne, c'est 11 personnes qui vont être arrêtées. Quand tu veux quitter ton poste, il faut que tu le dises, ça dépend un peu aussi où tu travailles, mais il faut que tu te fais remplacer. Entre ce qu'on a connu, moi ce que j'ai connu en 1974, lorsque je suis rentré, et BorgWarner aujourd'hui, c'est quand même pas tout à fait identique. Il y a quand même des conditions de travail qui sont autres. Alors, par contre, il y a des conditions de travail, les locaux sont peut-être beaux, les machines sont belles, mais par contre, les horaires de travail, elles, sont faits en dégradant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent toutes les nuits. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui le samedi et le dimanche. Il y a une continuité dans la production permanente, ce qui n'existait pas à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 luttes. C'est vrai qu'on est dans une usine, neuve, c'est plus clair, c'est plus propre, mais le moral, je crois qu'il est moins bien. Au bout de la journée, les gens,
Tu es tendu, tu es constamment tendu. Pendant 8 heures, tu es tendu. Moment, bon, je te dis, si tu bouges pas, tu n'auras pas de problème. Pas trop. Bon, c'est tenu. C'est tenu. Tu es constamment sous pression. Et il y a des gens qui démissionnent dans le personnel. Depuis quelques années, on voit démissionner des gens, tellement les pressions sont fortes. Et des gens qui ont besoin, enfin tout le monde a besoin de travailler, mais qui sont dans des conditions assez difficiles. Mais ils partent parce qu'ils n'en peuvent plus, on le voit. Je me souviens de réunions avec les enseignants. Quand ils ont commencé à attaquer leurs acquis, enfin, je me souviens lors de réunions leur dire, mais attendez, c'est vrai qu'il faut y aller, il n'y a pas à hésiter, mais à un moment donné, on a laissé faire par rapport aux gars de la Manu, par rapport aux gars de la marque, par rapport à... Je me souviens, c'était à l'UP. Je n'avais pas pu m'empêcher de leur dire, attendez, le début, c'était peut-être là. Si on avait été présent à ce moment-là, les ouvriers n'en seraient peut-être pas là, mais vous non plus maintenant. La Manu, là, j'y ai passé, c'était une usine que je ne connaissais pas trop, la Manu. J'y ai passé, là, j'ai discuté avec les anciens de la Manu. Les mecs, ils étaient fous. Quand ils voyaient démolir les bâtiments, madame, on va où? Et ça c'est bon, soit la marque ou la Manu, c'est la même chose. C'était des gars qui bossaient, des ouvriers. Et les gars, moi, j'ai pas été voir. Quand ils ont démoli la marque, j'ai pas été voir. Non, j'ai pas. Je sais pas comment. Je sais pas trop ce que ça m'aurait fait. J'ai pas envie de le dire, je sais pas. J'ai vu en passant une fois, bon, mais j'ai pas été sur le site pour voir comment. Ouais, c'est du gitan de la vie, ça se compte peu, quoi. Surtout les plus belles années, de 20 ans à 40 ans, c'est quand même. Ça fait partie des bonnes années de sa vie, quoi. Bon, c'est ce qu'on casse, c'est dommage, quoi. Certains de mes camarades, parce que c'est vrai qu'ils se sont laissés embarquer, ils n'ont jamais vu nous, quoi. On était des petits syndicalistes, et eux, ils avaient affaire effectivement à des pouvoirs décisionnaires. Des fois, ces petits syndicalistes, il n'y a pas toujours tort. Mémoire, je creuse tes entrailles, je réveille tes rues noires et tes bleus de travail. Le rouge de tes forges et tes petits métiers, les chansons dans ta gorge de Clément et Potier. Les lundis au boulot, les dimanches au boulot, pour tes fils et leurs pères. Oh, ma ville en colère, oh, ma vieille ouvrière. J'entends le battement de ton cœur épuisé, le long allaitement du vieux fer à souder. Tes vibres se taisent, ta sirène oublie l'heure, on a sucré tes fraises, exilé tes fraiseurs. Ton pilon immobile toise nos automobiles, coincés dans tes artères. Oh, ma ville en jachère, oh, ma vieille ouvrière. Je longe le squelette des ateliers déserts comme des oubliettes peuplées de courants d'air. Y a-t-il encore quelqu'un? Où sont les vieux cocos? Des mots américains me reviennent en écho. Dans l'ombre, un petit vieux me demande du feu et me parle d'hier, de sa ville nourricière, de